Donc le thème de notre table ronde est clairement indiqué, taux d'actualisation sur le très long terme, éthique, responsabilité. Donc le fil directeur, c'est bien le taux d'actualisation qui, comme chacun sait, est cet instrument vraiment essentiel pour faire du calcul de l'évaluation socio-économique quantifiée, qui, son but, je le rappelle, c'est le suivant, c'est si on considère un projet qui est censé produire à un certain horizon, mettons dans 150 ans, 1 euro en espérance mathématique, 1 euro d'avantage ou de dépense, quel est, à combien cet euro espéré dans 150 ans est-il équivalent aujourd'hui? Alors, en fait, il y a dans cet énoncé 2 parties que je propose de distinguer dans nos débats. Il y a une partie sur comment faut-il concevoir ce taux d'actualisation sur le très long terme. Est-il unique? Faut-il l'adapter à chacun des scénarios considérés, etc. Comment faut-il le calculer? Comment faut-il essayer de le chiffrer? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est dans quelle mesure ce taux d'actualisation sur le long terme est-il susceptible de prendre en compte des préoccupations éthiques, des préoccupations en termes de responsabilité? C'est un sujet assez différent, et comme les 2 sujets sont complexes, il vaut mieux sans doute les distinguer. Donc, pour traiter le premier sujet, je pense que Kathleen Schubert est bien placée pour introduire la discussion, pour être la première à intervenir sur cette première partie. Vous avez ici sa présentation que je ne vais pas répéter. J'ajouterai simplement que Kathleen fait partie du comité d'experts présidé par Roger Guenry, au sein duquel elle a été chargée de réfléchir plus spécifiquement à la question des scénarios qui entrent en ligne de compte pour choisir les taux d'actualisation. Donc, je demanderai dans un instant à Kathleen d'intervenir. Puis, sur le deuxième sujet, Stéphane Zuber est un spécialiste de la question, puisque ces sujets de recherche sont l'économie normative, l'économie de l'environnement, l'économie publique, l'équité entre les générations. Et donc, c'est à lui que je pense il est bon de confier la parole pour introduire, quand on en sera à la deuxième partie. Quant à Christian Gaulier, qui a été longuement cité à plusieurs reprises. Je rappelle que, bien sûr, moi, je lui suis en particulier, j'ai une grande admiration pour son premier bouquin, en tout cas le plus célèbre, qui date, je crois, de 2001 et qui s'appelle Economics of Risk and Time. Mais on a cité aussi son rapport de 2011 qui s'intitulait Le calcul du risque dans les investissements publics. Et puis, il ne cesse bien sûr de réfléchir à ces sujets. Il a été membre du groupe de contre-expertise de Cigéo et il avance actuellement un certain nombre d'idées sur la façon justement de concevoir de façon un peu renouvelée le taux d'actualisation. Donc, Christian Gaulier sera invité à intervenir en réaction aux deux interventions précédentes, mais successivement pour ne pas mélanger les sujets qui sont complexes. Donc, si vous en êtes d'accord, je passe la parole à Kathleen Schubert sur le premier thème du taux d'actualisation à long terme, sur le long terme. Comment le concevoir? Scénario de référence dont on vient de parler, en fait. Donc, excusez-moi d'avance, je vais probablement redire des choses qui ont déjà été dites. Simplement, je n'ai pas participé ni à l'expertise ni à la contre-expertise du projet Cigéo, donc voilà, donc c'est de façon un peu indépendante. Donc cette question du scénario de référence, d'abord évidemment elle n'est pas du tout nouvelle, le scénario par rapport auquel on va évaluer le projet. Donc je vous ai mis là un extrait du rapport boiteux, c'est Dominique Bureau d'ailleurs qui me l'a signalé il y a presque 30 ans. Je vais vous le lire. Donc l'évaluation est faite pour aider à prendre une décision. Lors de cette réflexion préalable, il convient de ne pas resserrer trop tôt l'éventail des possibles. Il est en effet fréquent que, soit faute d'imagination, soit parce que les réactions émotionnelles limitent prématurément les choix en raison d'obstacles que certains jugent insurmontables, une seule solution soit privilégiée et fasse réellement l'objet d'études.
Cette réflexion doit être prospective pour déceler les évolutions qui pourraient faire apparaître une probable obsolescence rapide de telle technologie, ou au contraire l'émergence de telle autre, pour déceler également les évolutions de la demande qui pourraient entraîner l'inutilité de tel projet ou la nécessité de tel autre. Une évaluation de projet, quel qu'il soit, se fait toujours en référence à une situation donnée, en comparant les avantages que le projet apporte avec le prélèvement qu'il requiert sur les ressources rares de l'économie. L'objectif est de s'assurer que sa réalisation apporte un gain net par rapport à la situation qui prévaudrait en son absence, ce qui rend nécessaire l'explicitation de la situation de référence. Bon, c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, cette question du scénario de référence, elle n'est pas l'apanage de l'évaluation ex ante dont on est en train de parler. Quelles que soient les méthodes d'évaluation utilisées, elle est extrêmement prégnante. Donc, c'est aussi le défi de l'évaluation ex post. Il faut identifier le contrefactuel qu'on n'observe jamais. C'est pour cela qu'on a dans toutes ces méthodes économétriques modernes, les expériences contrôlées, l'économétrie structurelle, etc. C'est vraiment parce qu'on n'observe pas le contrefactuel. Et pour l'évaluation ex ante, soit à l'aide de modèles, soit pour ce dont on parle aujourd'hui, il faut évidemment disposer d'un scénario qui décrive le monde futur en l'absence de politique économique ou en l'absence du projet à évaluer. Donc, ce scénario doit décrire le monde futur, notre meilleure perception possible, notre meilleure idée possible de ce que va être ce monde futur. En particulier, il faut faire des hypothèses sur l'évolution de la population, le contexte macroéconomique, l'état de l'environnement, etc., l'état géostratégique du monde, etc. Donc, sur un horizon temporel souvent long. Et la longueur de l'horizon temporel est cruciale, je pense. Bon, j'y reviendrai. Donc, on a évidemment des incertitudes énormes quant aux évolutions de la productivité. Donc, sur le plan macro, la productivité générale de l'économie, les évolutions des technologies, les évolutions des comportements. On parle en ce moment, par exemple, de sobriété. Est-ce que les gens vont devenir sobres, etc. Aussi des interrogations, évidemment, des incertitudes évidemment énormes sur la politique économique à long terme. Que feront les gouvernements? Bon, pour les questions qui m'intéressent, la politique climatique, on voit bien que les incertitudes et les bifurcations possibles sont énormes. Donc, quand on qualifie, on qualifie souvent le scénario de référence de scénario le plus probable, mais en fait, ça ne simplifie pas réellement son élaboration parce que, bon, on l'a dit tout de suite, il est effectivement extrêmement difficile d'affecter des probabilités à ces évolutions. Et je pense que plus l'horizon est long, plus on s'intéresse à un siècle, 2 siècles, 3 siècles en avant, plus ça devient carrément impossible. Imaginez un monsieur ou une dame de l'époque de Louis XIV essayant d'imaginer notre monde aujourd'hui. Clairement, il aurait fait de grosses erreurs. D'accord ? Donc l'horizon très long, il est impossible d'imaginer dans le détail ce que va être l'avenir. Et en matière économique, bon, vous savez comme moi que la croissance qu'on a connue, c'est juste un accident historique. Hein. Avant la révolution industrielle, on a eu des siècles de productivité plate, de population plate. Donc qui peut dire ce qui se passera dans 2-3 siècles? Je ne sais pas. Donc il est important d'essayer d'expliciter évidemment les risques majeurs à différents horizons. Et puis, moi, je pense que faire des scénarios, effectivement, c'est très, très important. Donc, vous avez eu l'exemple dont on a... Je n'étais pas là ce matin, j'en suis désolée, mais j'imagine que les scénarios KO et OK ont été largement discutés. Beaucoup d'institutions font des scénarios. Alors, il y a des institutions qui font des scénarios juste comme des narratifs, disons. Des narratifs multiples. L'ADEME, par exemple, a fait ça, ou il y en a plein, sur quelles pourraient être les diverses évolutions du monde. Vous avez, là j'ai donné quelques exemples de scénarios polaires, je vous ai appelé ça « the good, the bad and the ugly ». Par exemple, le NGFS fait des scénarios sur la transition énergétique, donc une transition ordonnée vers une économie bas carbone, ça c'est le bien, une transition retardée, ça c'est le bad, et puis une transition rapide et brutale, ça c'est très très mal. Où la Commission européenne vient récemment de produire un document qui s'appelle « Une nouvelle ère pour l'Europe », avec 3 scénarios également. Nouvelle ère pour l'Europe, donc le bon, tout se passe bien, on fait une bonne transition écologique. Business as usual, pas bon. Et puis fragmentation et conflit, donc l'éclatement de l'Europe. Bon. Donc
Comme j'ai dit, plus l'horizon est lointain, plus il est important d'envisager des scénarios contrastés. Je pense, c'est mon avis, on peut bien sûr discuter de tout ça. Et pour moi, plus le scénario est lointain, plus l'horizon est lointain, aussi plus vouloir leur associer des probabilités semble illusoire. Beaucoup de raisons en ont été évoquées. Il y a aussi cette raison du biais d'optimisme, manifestement, dans notre capacité à prédire le futur, qui est bien documentée dans la littérature. On a du mal à envisager, par manque d'imagination, le pire. Donc, pour reprendre également des choses qui ont été dites, moi, je suis assez séduite, disons, par l'approche robuste, qui est de ne pas s'intéresser, de plus s'intéresser à la plausibilité de tel ou tel scénario de référence, mais à la vulnérabilité du projet, disons, dans les différents scénarios qui pourraient se poser. Mettons ces 3 scénarios polaires, un moyen et puis 2 extrêmes, un bon et un mauvais. Donc, ce qui permettrait de voir comment le projet se comporte pour une large gamme de futurs possibles. Et puis, on peut aussi évidemment adopter cette approche dont tu as parlé, Aude, regarder, et dont tu as parlé, Reza aussi, regarder à partir de quelle probabilité de dégradation le projet passe ou ne passe-t-il plus, ça dépend comment on l'envisage, la barre. Alors, pour introduire à ce que dira probablement Christian, si on raisonne comme ça à l'aide de 2 ou 3 scénarios contrastés et qu'on regarde, qu'on évalue le projet par rapport à ces 3 scénarios et puis ensuite qu'on essaye de faire une analyse de robustesse, je pense que évidemment la question de à quel point comment se comporte le projet par rapport à l'évolution macroéconomique, donc quelle est la corrélation du projet à l'évolution macroéconomique, et du coup, comment ça va changer le taux d'actualisation devient complètement crucial. Voilà, je vais m'arrêter là. Bravo pour l'exposé et pour les délais. Donc, Christian, en réaction. Bravo, Catherine. Merci beaucoup. Merci à France Stratégie et aux partenaires industriels de TSE qui depuis 30 ans maintenant, m'ont poussé à travailler sur ces sujets qui sont absolument passionnants et qui rappelons-nous, nous posent la question aussi essentielle de quelles sont nos responsabilités envers les générations futures, les questions de soutenabilité, les questions de très long terme. Donc j'ai 5 ou 6 slides, si on peut les projeter. Peut-être mise en perspective. Donc, quand le GPI m'a demandé si j'étais intéressé à travailler à une contre-expertise du projet CIGEO, j'ai été extrêmement enthousiaste dès le départ. Quand j'ai vu le rapport d'expertise, j'ai été extrêmement perturbé. J'étais extrêmement perturbé parce que je m'attendais à un rapport qui allait appliquer les recommandations de France Stratégie et du commissariat général au plan depuis 2011. C'est-à-dire que je m'attendais à un grand débat dans ce rapport d'expertise sur le bêta du bénéfice net de CIGEO versus la référence, par exemple, la référence fondée sur le statu quo, c'est-à-dire le stockage en surface. Et pas du tout. Et pas un mot dans le document sur le bêta, ou très très peu. Donc j'ai été extrêmement perturbé et donc je me suis dit, mais au fond, pourquoi c'est quand même un échec radical des recommandations de France Stratégie sur un sujet à 25 milliards d'euros. Je veux dire, c'était complètement fou. Donc, je me suis assis, j'ai lu, j'ai relu. C'est sérieux, le rapport d'expertise. Et puis, je me suis dit, au fond, il y a quelque chose là-dedans. Au fond, il y a une idée auquel je n'avais pas pensé et qui vaut la peine d'être creusée. Et donc, je suis en train de travailler avec Frédéric Charbonnier et Aude Pommeret pour essayer de contextualiser et faire un modèle à partir de ça. Alors, si j'ai bien compris, moi, je peux utiliser ce truc-là. Ouais, génial. Non, parce que moi, je suis PowerPoint, soit tes PDF. Les termes du débat. Alors, je vais un petit peu mêler, en fait, je suis désolé, Joël, je vais un peu mêler quand même les 2 questions de la table ronde. Qu'est-ce qui détermine le choix du taux d'actualisation pour un projet de long terme, enfin pour un projet court terme ou long terme?
Le point fondamental est que le commissaire général au plan puis France Stratégie a bien mis en œuvre dans les différents rapports, en particulier ceux qui se concentraient sur la calibration de Ramsey, la règle de Ramsey, c'est l'idée que dans une économie en croissance, investir pour l'avenir, c'est augmenter les inégalités intergénérationnelles. C'est demander à la génération présente pauvre de faire des sacrifices supplémentaires pour augmenter la consommation des générations futures qui seront déjà beaucoup plus riches que nous. D'accord ? Donc ça, si on a une aversion à l'inégalité, et donc là, on rentre tout de suite dans les problèmes de morale et d'éthique, il ne faut investir dans des projets d'avenir que si le taux de rendement interne de ces projets est suffisamment important pour compenser le fait qu'investir augmente les inégalités. Et donc, vous comprenez tout de suite, et c'est la règle de Ramsey qui vous dit quel est ce seuil critique de taux de rendement interne, pour en tout cas des projets sans risque, quel est le seuil minimum qui fasse qu'effectivement, ce projet est désirable, malgré qu'il appauvrisse les pauvres et qu'il enrichisse les riches. D'accord ? Donc, pour ce seuil critique, il va évidemment dépendre du degré d'aversion aux inégalités et des perspectives de croissance qu'on anticipe. Donc, vous voyez, là aussi, il y a à la fois, on fusionne la problématique éthique de quelle est notre aversion aux inégalités avec la problématique de quel scénario pour l'avenir. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est le fondamental. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'économistes à travers le monde qui essayent de calibrer la règle de Ramsey pour donner le taux d'actualisation qui doit être utilisé pour faire des évaluations socio-économiques. Alors, par rapport à cette règle de Ramsey, j'ai deux problèmes. Premier problème, il est fondamental, en particulier pour le long terme. Quel taux de croissance utiliser pour calibrer la règle de Ramsey, pour déterminer quel est le degré d'inégalité auquel nous sommes confrontés entre générations présentes et générations futures. Donc, évidemment que sur des horizons très longs, cette incertitude est absolument radicale. Et évidemment que cette incertitude doit avoir une influence sur le degré de notre responsabilité de faire des sacrifices pour ces générations futures, même si, en espérance, elles sont plus riches que nous. Le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes sur la réalité de cette prospérité future doit peut-être nous inciter à revoir le taux de Ramsey. Donc, première chose, en particulier, on peut imaginer effectivement des scénarios, même à faible probabilité, mais dans lesquels on retourne à l'âge de la pierre. Eh bien, peut-être qu'il faut faire, même si cet événement est très peu probable, le fait qu'il soit plausible devrait nous inciter à quand même faire quelques sacrifices, même si en moyenne, on pense que les générations futures seront plus riches que nous. Donc ça, c'est un effet précaution qui doit nous forcer à réduire le taux d'actualisation pour les projets sans risque, qui nous permettent de transférer sans incertitude dans le temps du pouvoir d'achat. Et puis, il y a un effet d'assurance qui, pour moi, est tout à fait fondamental et qui est au cœur du problème de CGO, au cœur de la plupart des problèmes d'investissement de très long terme, c'est l'effet d'assurance. Et vous en avez déjà parlé ce matin, et je suis désolé, je n'étais pas là, je donne cours en première année à Toulouse le jeudi à 8h du matin. Donc l'effet d'assurance, c'est quoi ? C'est que quand vous investissez dans des hôpitaux ou dans, par exemple, des stocks stratégiques de pétrole ou de gaz naturel, eh bien, vous avez là des projets qui créent de la valeur sociale dans les mauvais états du monde. Des unités de soins intensifs, eh bien, c'est particulièrement utile quand on est en confinement parce qu'on a une pandémie. D'accord ? Et donc, il faut tenir compte de cet effet, de ce bénéfice supplémentaire, de ce bénéfice assurantiel, en choisissant un taux d'actualisation plus faible pour ces projets qui, majoritairement, créent de la valeur quand le reste de l'économie s'effondre, ou plus globalement, en période de récession. D'accord ? Et donc, on peut imaginer des tas d'exemples, hôpitaux, stocks stratégiques, tout le prévention. Est-ce que, par exemple, lutter contre le changement climatique engendre des effets positifs plus tôt quand la prospérité sera élevée ou plus tôt quand la prospérité sera réduite, etc. Donc, en France, la commission Guenry-Ourliac a décidé récemment que pour des projets de moins de 70 ans, il fallait utiliser un système d'actualisation où, d'une part, l'évaluateur allait estimer le bêta du projet. Le bêta du projet, c'est
Un bêta positif, c'est un projet dont le bénéfice net est plutôt plus important dans les bons états de la nature que dans les mauvais états de la nature. Un bêta négatif, c'est un projet assurantiel dont les bénéfices nets sont plutôt plus importants dans les mauvais états de la nature que dans les bons états de la nature. Donc on estime ce bêta. Ce bêta, c'est tout simplement, entre guillemets, l'élasticité revenu du bénéfice net, comment le bénéfice net est sensible au PIB. Donc, une fois qu'on a ce bêta, il suffit de calculer le taux spécifique, le taux ajusté pour le risque du projet en considération, qui est le taux sans risque, ici 1,2%, plus bêta, cette fameuse élasticité, fois la prime de risque pi, et dont il a été décidé qu'elle serait de 2%. Donc, un projet bêta égale 1, par exemple, dont le profil de risque ressemble au risque macroéconomique, l'évaluateur devra utiliser un taux d'actualisation de 1,2 plus 1 fois 2, c'est-à-dire 3,2%. Par contre, si vous avez un projet dont le bêta est égal à moins 1, dont l'élasticité est négative, moins 1 par exemple, vous devriez utiliser un taux d'actualisation de moins 0,8. Voilà. Et ça, c'est fondé sur ces taux tutélaires, ces taux d'intérêt sans risque, taux d'actualisation sans risque et prime de risque. C'est calculé à partir d'un modèle, qui est une adaptation du modèle de Barrow de 2007, qui fait des hypothèses que... Oui, j'accélère. Qui fait des hypothèses, mais c'est important à bien comprendre. Si vous faites une hypothèse de croissance purement brownienne, vous n'obtenez pas du tout ces chiffres-là, vous obtenez des primes de risque de 0,2% plutôt que de 2%. Et donc, pour avoir des primes de risque correspondant à ce qu'on voit sur les marchés financiers, sur les comportements des agents économiques, on a rajouté, et c'est là le point de départ de toute l'analyse, comme Robert Barrow en 2007, une petite probabilité, là dans le modèle de Barrow 1,7%, que l'économie chute de 30% ou quelque chose comme ça. Bon, alors, cette méthode dans laquelle on ajuste le taux d'actualisation pour le risque, et vous voyez que cet ajustement pour le risque offre une prime aux projets d'investissement qui sont assurantiels et pénalise les projets qui augmentent le risque macroéconomique. Eh bien, la France, aujourd'hui, est le seul pays au monde, et je suis vraiment extrêmement désolé de le dire, la France est le seul pays au monde qui effectivement ajuste le taux d'actualisation. Pourquoi j'ai écrit TR, excusez-moi, au profil de risque des projets. Et j'ai entendu depuis 2011 beaucoup de gens dire mais si la France ne peut pas avoir raison toute seule et donc on doit avoir tort et donc il faut faire comme les autres pays, un taux d'actualisation unique. Si on utilise un taux d'actualisation unique, on va surinvestir dans les projets les plus risqués et trop peu investir dans les projets peu risqués et trop peu investir dans les projets assurantiels. Et puis finalement, quand on utilise un taux d'actualisation unique, quel taux d'actualisation unique faut-il utiliser? Ça crée des dialogues de sourds avec des gens qui vont dire on va utiliser le taux sans risque à Rollin, d'autres qui vont dire on va utiliser le taux de rendement moyen du capital dans l'économie, comme aux États-Unis. Et, enfin bref, plus personne ne se comprend là-dedans quand on veut utiliser un taux d'actualisation unique. Dans un survey récent que je viens de publier sous forme de discussion paper, vous avez un certain nombre d'entre vous, il y a 1 an et demi, se sont vus offrir la possibilité de répondre à un questionnaire que mon co-auteur Jiakun Zheng a envoyé avec mon co-auteur Rick van der Ploeg, dans lequel on vous demandait est-ce que vous préférez un taux unique ou est-ce que vous préférez un taux corrigé pour le risque, et 3/4 des 1000 économistes dans le monde qui ont répondu au questionnaire ont répondu qu'il fallait absolument ajuster les taux d'actualisation pour le risque. Donc je vais passer ça. Le problème du long terme en particulier, le problème du long terme, c'est évidemment le degré d'incertitude qu'on a sur le niveau de prospérité qui sera atteint par les générations futures qui auront à bénéficier de nos efforts aujourd'hui. Et donc le point important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous prenez un brownien. Si vous prenez un mouvement brownien pour décrire nos croyances collectives face à l'évolution de la consommation par tête dans notre société, eh bien, en fait, vous tombez sur les paradoxes de la finance, c'est-à-dire vous obtenez un taux sans risque faramineusement trop élevé
et une prime de risque faramineusement trop faible. Et donc, d'où l'idée de reconnaître en fait que notre représentation du destin de l'humanité ne peut pas simplement se représenter par une accumulation de petites volatilités qu'on ajoute année après année, car en fait, il y a des problématiques beaucoup plus fondamentales avec des transformations radicaux de la société qui auront des effets permanents, ce que vous ne pouvez évidemment pas représenter sous la forme d'un brownien. D'accord ? Et donc, ce que Marty Weitzman, et mon co-auteur, et moi-même plus tard, on montre, c'est que s'il y a une corrélation sérielle positive dans les taux de croissance de la consommation, alors, en fait, on doit utiliser des taux d'actualisation qui sont différents avec l'horizon temporel. Et en particulier, pour des projets faiblement risqués, utiliser un taux d'actualisation plutôt plus faible sur le long terme que sur le court terme. Et réciproquement, pour les projets très risqués, des taux d'actualisation plutôt plus élevés sur le long terme que sur le court terme. Et l'idée est assez simple, c'est quand vous introduisez ces corrélations sérielles positives, eh bien, vous allez magnifier, vous allez faire croître le risque de long terme. Et ça va vous inciter à réduire le taux sans risque et à augmenter la prime de risque. Voilà. Tout ça est finalement trop complexe. Et le rapport d'expertise de CIGEO démontre magistralement l'échec de cette approche-là, puisque même avec une brochette d'experts et d'économistes aussi talentueux que ceux du comité d'expertise, il n'y a pas eu l'utilisation de cette méthode-là. D'accord ? Donc, reconnaissons l'échec de ça. C'est compliqué d'estimer un bêta. Quelle est l'élasticité revenu du bénéfice net de CIGEO par rapport à l'alternative de laisser les déchets nucléaires en surface ? Le fait qu'il n'y a pas eu d'analyse de ça dans le rapport nous montre un échec. Et c'est vrai que dans la plupart des exemples que j'ai pu regarder et discuter SGPI d'évaluation et de contre-évaluation, l'estimation du bêta se fait de façon assez... soit se fait pas et on utilise un taux d'actualisation moyen, soit se fait mais de façon un petit peu, pas très approfondie. Donc là, c'est le dernier slide. Donc la proposition CIGEO, comme je l'appelle, c'est de dire en fait, il y a une autre méthode. En fait, il y a une autre méthode et que peut-être cette méthode est plus simple. La méthode du bêta, elle est compliquée parce que ça demande aux évaluateurs d'utiliser ce concept bêta qui reste un concept compliqué à comprendre. L'alternative qui est proposée dans CIGEO, en fait, elle est tout aussi fondée scientifiquement, mais elle va pas aller faire l'hypothèse de mouvement brownien qui est nécessaire pour atteindre la solution par le bêta, taux d'actualisation égale RF plus bêta fois pi. Ce n'est vrai que quand on en fait une hypothèse brownienne, mais va partir du fondamental, Arrow de Breu, prix d'actifs contingents. On revient à ce fondamental-là. Et si on fait l'hypothèse d'un faible nombre de scénarios possibles, eh bien finalement, peut-être que c'est plus simple. Parce que si on a un faible nombre de scénarios possibles, en fait, le calcul de la création de valeur sociétale compte tenu de la version risque et de la version d'inégalité dans la société devient plus simple. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans cette méthode-là ? La méthode qui est proposée dans le rapport de contre-expertise consiste à faire quoi ? Regardons chacun des scénarios. Par exemple, le scénario OK. Dans le scénario OK, le taux de croissance est élevé, il est connu, il n'y a pas d'incertitude. Donc, à la date 0, pour toujours, on a un taux de croissance de, disons, 2%. Et alors, on utilise très simplement Ramsey pour dire, utilisons un taux d'actualisation de 4%, si le taux d'inversion d'inégalité est de 2, dans un monde en croissance avec certitude à 2% par an, on doit utiliser une pénalisation du futur en utilisant un taux d'actualisation de 4%, 2 fois 2%. Et donc là, l'évaluateur doit estimer le flux de bénéfices nets du projet dans ce scénario-là où la croissance est constante à 2%. C'est une réflexion intéressante à avoir. Il le fait, il fait le calcul du flux de bénéfices nets et il actualise tout ça à 4%. Tout ça est très simple. Et puis, il fait la même chose pour le scénario KO.
Le scénario KO, il y a une chute radicale de 30% du PIB immédiatement et puis une croissance létale ou même négative. Là aussi, pas d'incertitude. Donc, j'utilise Ramsey à nouveau pour calculer le taux d'actualisation unique à utiliser. C'est trivial. Tout le monde connaît bien Ramsey maintenant. C'est bien rentré dans les mœurs. Tout le monde comprend pourquoi on doit utiliser un taux d'actualisation plus faible quand la croissance est plus faible. Et donc, je fais aussi ce calcul de vanne conditionnel à KO. Et puis, figurez-vous que la vraie valeur économique dans ce monde-là, avec incertitude quant à savoir si c'est KO ou OK, en faisant l'hypothèse que je connais la probabilité de KO, consiste simplement à calculer l'espérance de la vanne conditionnelle. D'accord ? Et le point crucial dans cette analyse, c'est que le taux d'actualisation que je vais utiliser dans un monde chaotique, comme la croissance là est beaucoup plus faible, je vais utiliser un taux d'actualisation beaucoup plus faible, voire négatif, et ce qui va bien marquer la valeur assurantielle du projet, parce que même si la probabilité de ce scénario KO est très faible, le fait que j'utilise un taux d'actualisation très faible dans cet état du monde-là, dans ce scénario-là, va peut-être faire que c'est un effet dominant quand je vais prendre l'espérance de ça. Parce qu'effectivement, je prends une probabilité faible, mais la vanne sera très importante dans ce monde-là. D'accord ? Et donc voilà. Et en fait, les deux méthodes doivent arriver au même résultat. Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails, pas complètement, mais presque. D'accord ? Donc, la méthode est très, très simple. Elle dépend évidemment du nombre de scénarios que vous faites. Si vous ne faites que 2 scénarios, c'est très simple. Vous faites plus de scénarios. Mais l'idée est bien de dire, demandons à l'évaluateur de bien réfléchir à comment le projet proposé crée de la valeur selon la prospérité que vous faites comme hypothèse. Et ça va forcer l'évaluateur à dire « Ah oui, mais quand j'ai un scénario chaotique, j'ai peut-être des valeurs supplémentaires dont là, je dois tenir compte. Et comme le taux d'actualisation est très faible dans ce scénario-là, faisons bien attention à bien mesurer ce qui se passe dans ce scénario-là pour bien intégrer le risque dans la vision globale. » Voilà, merci. Si. Merci Christian. Bien, alors, effectivement, bravo aussi. Donc, effectivement, le comité qui doit prochainement se prononcer sur la méthode de calcul du taux d'actualisation au-delà de 70 ou des taux d'actualisation 1 par scénario aura à réfléchir à ce genre de simplification que tu proposes dans l'approche. Le résultat étant évidemment le même dans les deux cas, comme tu l'as souligné. Bien, Stéphane Zuber, donc la question c'est maintenant, est-ce que, bien que Christian ait abordé le sujet en distinguant le degré de richesse des générations, est-ce que cette approche habituelle, qui est quand même une approche utilitariste, basiquement, permet ou ne permet pas, dans quelle mesure permet-elle ou ne permet-elle pas de prendre en compte des préoccupations d'ordre éthique ou de l'ordre de la responsabilité ? Oui, merci beaucoup. Comme on se focalise sur le taux d'actualisation, je vais vous parler de ces questions-là dans le cadre du taux d'actualisation, parce que les questions éthiques, responsabilité, dans le contexte de ces projets, notamment CIGEO, sont immenses et ne sauraient pas se réduire à ça. Mais en gros, la question est celle de l'équité, généralement. Donc, en fait, il y a 2 types de questions d'équité. Il y a une question d'équité qui est assez bien connue et très discutée, c'est l'équité intergénérationnelle, finalement. C'est un peu celle qui est mon sujet, sur laquelle on a déjà beaucoup d'éléments et qui a fait l'objet de beaucoup de débats dans la littérature économique, avec effectivement cette idée que la raison pour laquelle on met moins de poids sur les valeurs futures, c'est parce qu'on pense que les générations futures, de façon générale, seront dans une meilleure situation que la nôtre, d'un point de vue économique en tout cas, et donc qu'il y a une moindre valeur marginale à transférer de l'argent à ces gens qui sont plus riches. Donc c'est vraiment des considérations de distribution, de redistribution des ressources entre générations, et donc on n'a pas nécessairement envie de redistribuer vers des générations qui sont plus riches que nous. Donc c'est enfin un peu le fondement théorique dans la formule de Ramsey. C'est une partie du fondement théorique de ce taux d'actualisation. L'autre partie du fondement étant quelque chose qui a été aussi beaucoup discuté, on va peut-être parvenir très longuement dessus, qui est celle de la préférence pure pour le présent, le fait qu'on puisse avoir une volonté simplement un peu arbitraire de donner plus de poids au présent par rapport au futur pour une raison ou pour une autre. Donc il y a ces considérations-là, donc la question de l'équité intergénérationnelle.
Et donc, si on regarde un peu la formule de Ramsey, je regrette un peu de ne pas avoir juste un slide sur la formule de Ramsey, mais elle n'est pas très compliquée. Mais cette formule de Ramsey, elle mélange un peu deux choses. Une chose qui est le taux de croissance, effectivement, de l'économie, et une autre chose qui est l'aversion pour le risque ou l'aversion pour l'inégalité, sachant qu'en fait, en théorie, ces deux choses sont un peu complètement confondues dans le modèle utilitariste, qui peut être un problème, enfin, qui est un problème d'un point de vue théorique et qui a été critiqué. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on utilise l'aversion pour risque pour ce taux d'actualisation. Donc, premier problème. On pourrait avoir une discussion éthique autour de ça avec des propositions qui seraient d'avoir une aversion pour l'inégalité qui changerait ce paramètre et qui changerait du coup aussi le taux d'actualisation, qui pourrait être en fait un taux d'actualisation plus fort si vous avez plus d'aversion pour l'inégalité. Donc si vous n'aimez pas les inégalités, en fait, vous voulez mettre encore moins de poids sur le futur si le futur est riche, bien sûr. Donc ça, c'est la première partie du débat. Tout ce débat sur le taux, sur la justice intergénérationnelle. Et j'ai l'impression, quelque chose qui ne va pas rendre les choses plus faciles, mais qui rend en fait plus complexe, que quand on veut éclairer le débat public, il peut être de bonne pratique d'avoir un peu de latitude sur ces dimensions-là, notamment sur l'aversion pour l'inégalité. Est-ce qu'on est plus ou moins averse aux inégalités intergénérationnelles ? A priori, je ne sais pas. C'est un peu un débat public qu'on peut avoir entre nous. Il y a une deuxième dimension du problème, sur laquelle je vais peut-être insister un peu plus longuement, même si j'ai déjà plus beaucoup de temps, qui est la question des inégalités à l'intérieur des générations, donc l'équité intergénérationnelle, qui est un peu moins discutée en fait. Intragénérationnel, qui est un peu moins discuté, mais pour lequel il existe des formules aussi de Ramsey augmentées. D'ailleurs, Christian a un papier là-dessus où il y a la formule. Et là, il y a deux dimensions un peu différentes. Il y a une première dimension qui est comment vont évoluer les inégalités demain. Donc, si demain, on est dans un monde plus inégal, au contraire, on a envie de baisser un peu le taux d'actualisation, parce qu'en fait, les générations futures, elles ne sont pas si bien que ça, puisqu'il y a beaucoup d'inégalités. Et ça peut être un élément important du débat, savoir comment est l'évolution des inégalités à moyen terme et à long terme, sachant que voilà. Donc c'est des prévisions qui sont aussi assez difficiles à faire, et ça peut être un aspect important du raisonnement. L'autre partie du raisonnement, qui est plus ou moins pertinente selon les projets, c'est un genre de bêta, mais un bêta sur l'inégalité. Parce qu'il y a aussi la question de la corrélation entre les gains du projet et les inégalités. Si ce projet il bénéficie à des gens qui sont plus pauvres, eh ben, on aura plus envie de faire ce projet que s'il bénéficie à des gens un peu plus riches. Et donc, il y a un autre bêta qui apparaît. Et à avoir entendu ce qu'a dit Christian sur la question, peut-être qu'il est un peu vain d'essayer de complexifier encore le modèle pour prendre en compte ce deuxième bêta. Mais si on fait, comme on a discuté à la fin, quelque chose scénario par scénario, et avec une description beaucoup plus fine peut-être des gains du projet, ça peut être pertinent dans certains cas de regarder aussi cette question de l'inégalité intragénérationnelle. Et donc pour finir là-dessus, et peut-être pour conclure un peu sur la question utilitariste, qui était un peu la question que vous m'aviez posée un peu en amont aussi, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on a vraiment envie de se focaliser sur les plus pauvres en fait dans la société, donc une solution qu'on peut appeler un peu rawlsienne, hein, c'est comme ça qu'on dit en économie en général, en référence au philosophe John Rawls, qui a proposé de se focaliser un peu sur les plus pauvres. Ce qui va se passer, c'est que notre taux d'escompte de long terme, il va dépendre du taux de croissance, mais pas du taux de croissance dans la société en général, mais du taux de croissance pour les pauvres, pour le revenu des pauvres. Donc on peut avoir des fonctions modifiées comme ça, selon un peu les partis pris éthiques qu'on a. Et c'est un peu une question ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse sur la question de quelles seraient les bonnes pratiques pour l'évaluation socio-économique, mais il me semble qu'en termes le but étant d'éclairer quand même le public et le débat public, il peut être aussi de bonnes pratiques d'avoir un peu de l'analyse de sensibilité sur ces prises de position-là, à savoir si on a envie de mettre plus de poids sur les plus pauvres, si on a envie de mettre plus de poids sur l'aversion entre les inégalités, entre les générations, pardon. Tout ça, c'est des questions très importantes que nous, en tant qu'experts, on ne peut pas trancher, qui sont des questions qui font partie du débat public. Alors, encore une fois, ça complexifie les choses, ça introduit aussi des possibilités de manipulation au sein du débat public pour utiliser le taux d'escompte qui convient le mieux à qui a envie d'utiliser un taux d'escompte. Mais en réalité, en termes d'expertise, il semble que ça puisse être une solution quand même assez intéressante, en tout cas à considérer
pour pouvoir aussi rendre compte de toute la diversité de ces questions d'éthique et de ces questions d'équité, qui, encore une fois, ne représentent qu'une partie des questions éthiques vraiment propres à ces projets, notamment quand on pense à CIGEO, mais qui sont quand même une partie intéressante à prendre en compte en termes d'équité entre les générations, au sein des générations, et sur la façon dont on mène les projets. Merci beaucoup. Est-ce que les deux autres intervenants souhaitent ajouter quelque chose avant de passer la parole à la salle ? Oui, si tu me permets, Joël, mais peut-être que Kathleen. Oui, je voulais dire, c'est vrai que c'est assez curieux que depuis 30 ans, à France Stratégie, on mette le paquet sur un taux d'actualisation fondé sur Ramsey, donc qui intègre bien les problématiques de réduction des inégalités intergénérationnelles. Et on ne s'est pas beaucoup intéressé, en tout cas moi je n'ai rien vu dans les rapports et dans la pratique de l'évaluation socio-économique des projets sur les bénéfices des projets en termes de réduction ou les coûts en termes d'augmentation des inégalités. Et donc il y a une asymétrie qui ne me plaît pas beaucoup, et moi je soutiens totalement Stéphane dans cette dimension-là. Ça serait pas mal de faire du Ramsey intragénérationnel, en fait, de dire... 1 euro, et je pense qu'il y a Nicolas Trèche, par exemple, a essayé de travailler là-dessus et de soutenir des choses en France Stratégie. On pourrait dire 1 euro donné au premier décile vaut 3 euros donnés au 9e décile, quoi, hein, ce genre de choses. Alors, on devrait se mettre d'accord sur ces poids relatifs qui sont équivalents à une actualisation. C'est un taux d'actualisation intragénérationnel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et juste pour deuxième analyse. Stéphane a fait référence rapidement à l'idée qu'on pourrait avoir une aversion aux inégalités différente d'une aversion au risque. En fait, dans le modèle traditionnel qu'on utilise à France Stratégie, qu'on utilise dans la littérature de la finance et de la macroéconomie, la concavité de la fonction d'utilité représente à la fois l'aversion aux inégalités, l'aversion au risque et l'aversion à la fluctuation de la consommation dans le temps. Si on se concentre sur aversion au risque et aversion aux inégalités, il y a une raison pour laquelle ces deux coefficients sont les mêmes, que ces deux attitudes devraient être la même. Une approche philosophique standard de l'analyse des inégalités et de leur réduction, c'est l'idée de se mettre sous le voile d'ignorance. Le critère de Rawls, dans un critère de Rawls, pas Max Min, mais un critère de Rawls basé sur le voile d'ignorance. Quand vous êtes sur le voile d'ignorance sans savoir si vous allez appartenir à la génération 2030 ou 2130, en fait, les inégalités qui peuvent se produire entre le niveau de consommation de la génération 2030 et la génération 2130, ces inégalités se traduisent sous forme de risque. Sous le voile d'ignorance, vous avez autant de probabilités d'être net dans la future génération de celle dans un siècle, c'est du risque. Et donc l'aversion aux inégalités, le fait que vous aimeriez vivre dans une société où la croissance économique soit plus faible pour que la génération présente ait un peu plus de pouvoir d'achat et la génération future un peu moins, c'est aussi une façon de gérer le risque, de réduire le risque. Et donc l'attitude face aux inégalités sous le voile d'ignorance est la même que l'attitude vis-à-vis du risque. Et moi, je suis content, je pense qu'il y a une bonne idée que l'État réfléchisse sous le voile d'ignorance quand il doit déterminer l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des générations futures. Non, oui, juste un tout petit mot sur ce problème. Il y a des travaux qui regardent dans un cadre international la question des inégalités, donc non pas dans un pays, mais dans un cadre international, et qui se disent, dans le fond, est-ce qu'on ne pourrait pas inférer le taux d'actualisation que la société est prête à utiliser dans un cadre intergénérationnel de ce que la société est prête à faire comme effort pour réduire les inégalités intragénérationnelles. C'est-à-dire combien on est prêt aujourd'hui à payer en termes d'aide au développement pour aider l'Afrique. Est-ce que ça ne nous donne pas une idée de combien on est prêt quelle somme d'argent on est prêt à consacrer en termes d'équité intergénérationnelle, donc pour le futur. Si on raisonne comme ça, on est catastrophé, parce qu'on se dit que... Comment ? Qu'on fait vraiment extrêmement peu de choses. Donc sûrement qu'il y a un défaut de raisonnement dans ça. Mais voilà, je voulais juste livrer ça à votre sagacité. Merci. Alors, je crains fort que l'horaire en ait été un peu
dépassé, mais il reste quand même, je pense, un peu de temps pour une ou deux questions, s'il y en a, que ce soit sur la conception du taux d'actualisation dans le long terme ou sur la prise en compte de ces préoccupations d'équité et notamment de lutte contre les inégalités. Est-ce que... Oui, Émile. Je voulais intervenir au sujet des premiers propos de Christian Gaulier et dire que je trouve qu'il est un peu négatif à l'égard de la diffusion du coefficient bêta. Je crois qu'on a fait des efforts pour le faire connaître et personnellement, dans les études auxquelles j'ai participé récemment, on l'a chaque fois appliqué, sauf dans l'étude CIGEO, mais pour utiliser une méthode que tu ne condamnes pas et que même tu promeus. Et je me demande au fond s'il n'y aurait pas une combinaison à la fois des bêtas et des scénarios chaos de la manière suivante. Les bêtas, tels qu'on peut les calculer, notamment par la méthode économétrique, des corrélations du passé, donnent tous les risques, donnent des résumés de tous les risques qu'on a connus dans le passé et dont on peut supposer qu'ils vont continuer plus ou moins à se reproduire dans le futur. Simplement, ce que ça laisse passer, c'est l'essentiel du risque chaos qui nous menace, c'est-à-dire quelque chose qui serait le changement climatique ou bien un autre type de chaos auquel on pourrait penser, c'est une pandémie, mais enfin c'est un peu lié. Enfin, quelques chaos qu'on pourrait peut-être facilement isoler. Et je me demande dans ces conditions s'il n'y aurait pas une combinaison entre les deux qui consisterait à utiliser d'abord un bêta tiré des analyses du passé et pour les risques futurs de calculer la vanne, comme tu le proposes, dans des scénarios chaos judicieusement choisis et normalisés éventuellement pour l'ensemble des projets. Hein. Le changement climatique, il va se poser dans tous les secteurs, à tout le monde, etc. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Ce matin, j'ai introduit le taux d'actualisation du référentiel, en ce sens que dans le monde d'avant, le référentiel ne bougeait pas. Dans le monde du futur, avec le changement climatique et le retard qu'on prend et la nécessité d'accélérer sur tous les projets pour réduire le CO2, on a un référentiel qui, s'il se décale, introduit pour rattraper un taux d'actualisation négatif. Et si on est très en retard, le taux d'actualisation peut devenir de plus en plus négatif. Du coup, par rapport à votre exposé, est-ce qu'il n'y aurait pas un Ramsey ajusté changement climatique à introduire? Merci Émile. Il faut réfléchir effectivement. Moi je constate, mais je suis pas au GPI, mais je constate quand même que ça passe mal la solution CCAPM et du bêta. Et donc du coup, voyons si après 10 ans de relatif échec, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver quelque chose de plus pratique, plus facile, plus accessible, plus compréhensible, plus intuitif, qui permet de construire un débat public qui soit plus focalisé sur à la fois ce qu'on peut gagner en moyenne dans le business as usual, dans le hockey, mais tenir compte de ce qui se passe dans un monde catastrophique. Et je pense que c'est une démarche intellectuelle qui peut aider au débat démocratique. Mais donc combinons, essayons, effectivement on peut voir des combinaisons. Oui, donc évidemment que le taux d'actualisation qu'on choisit, il dépend des perspectives qu'on fait. Et le problème, c'est que les perspectives qu'on fait, elles dépendent des décisions qu'on prend aujourd'hui. Et donc, il y a un problème d'équilibre, quoi. Le taux d'actualisation dépend de nos décisions dépendent du taux d'actualisation. Donc, voilà, les raisonnements qu'on fait dans Ramsey, c'est le long du sentier de croissance équilibrée, où on pense que
le monde est déséquilibré, qu'on ne va pas y arriver, que ce n'est pas optimal. Et donc, on va avoir le changement climatique, la croissance sera plus faible. Et il faudra, pour les projets d'aujourd'hui, utiliser un taux d'actualisation plus élevé parce que la croissance sera plus faible. Donc il y a évidemment, la Ramsey, c'est le long du chemin qu'on considère. Donc il faut le long du chemin qu'on considère, on doit faire des hypothèses sur ce que sera le changement climatique à l'avenir et donc ce que seront d'ici là nos actions face au changement climatique. Donc c'est compliqué. Bien, je crois qu'il faut arrêter pour passer le relais à la table ronde suivante. Ah, il y a une pause.